Claire Moreau passait un chiffon humide sur le coin gauche du comptoir en bois verni, un geste qu'elle répétait machinalement depuis des années. Le cliquetis des tasses, le parfum tiède du café fraîchement moulu et le grincement discret de la porte d'entrée formaient la bande sonore de son quotidien. À 35 ans, elle était devenue une figure familière du petit café Le Temps suspendu, niché dans une ruelle pavée du vieux Lyon. Les habitués l'appelaient par son prénom, la saluaient d'un signe de tête complice et repartaient sans trop en dire. Claire aimait cette discrétion, cette invisibilité presque confortable. C'était une vie paisible, mais sans éclat. Autrefois, elle rêvait de diriger sa propre entreprise. Elle avait étudié l'administration à l'université de Lyon, obtenant même d'excellentes notes, jusqu'à ce que les ennuis familiaux et les dettes s'accumulent. Sa mère malade, son frère en prison pour une erreur de jeunesse, et l'abandon brutal de son compagnon de l'époque l'avaient contrainte à abandonner ses ambitions. Depuis, elle s'était accrochée à cette existence simple, loin des tourments du monde des affaires. Ce jour-là, une pluie fine tombait sans relâche depuis le début de l'après-midi, rendant les pavés luisants et la lumière grise. Peu de clients étaient venus se réfugier au chaud. Une vieille dame lisait un roman près de la vitrine, 2 étudiants partageaient un croissant au fond de la salle, et un homme solitaire pianotait sur son ordinateur portable près de la cheminée éteinte. Claire soupira doucement en regardant l'horloge murale. Il était près de 4 heures, le moment de préparer le 2e service. Elle s'apprêtait à réapprovisionner les pots de sucre lorsque, par la vitre légèrement embuée, elle aperçut une silhouette étrange. Un enfant, seul, figé sous la pluie. Les cheveux trempés lui collaient au front, ses bras croisés contre sa poitrine dans une tentative vaine de se réchauffer. Il semblait ne pas savoir où aller, les yeux grands ouverts et effrayés, comme un animal perdu. Claire posa instinctivement le chiffon et s'approcha de la porte. Elle resta un instant immobile, hésitant à intervenir. Peut-être que ses parents n'étaient pas loin. Peut-être s'étaient-ils simplement éloignés. Mais il n'y avait personne autour, pas même un passant pressé. Juste ce garçon immobile comme s'il attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Elle ouvrit doucement la porte, sentant aussitôt l'air humide et l'odeur de terre mouillée s'engouffrer dans le café. Le garçon tourna la tête vers elle, visiblement sur le point de s'enfuir. Son regard était vif, mais marqué par une peur que Claire ne comprenait pas encore. « Hé, petit, tu veux entrer? Tu dois être gelé. » Il ne répondit pas. Il hésita, puis, timidement, il fit un pas vers elle. Claire attrapa un parapluie posé à l'entrée et courut jusqu'à lui pour l'abriter. Elle posa doucement une main sur son épaule, sentant à travers ses vêtements trempés la froideur de son corps. « Allez, viens, on va te réchauffer. » Elle l'accompagna à l'intérieur, referma la porte derrière eux et l'installa près d'un radiateur. Il ne disait toujours rien. Il regardait autour de lui avec prudence, les doigts crispés sur les manches de sa veste détrempée. Claire lui apporta une serviette propre et un chocolat chaud fumant dans une tasse ébréchée. « Comment tu t'appelles? Tes parents sont dans le coin ?» Il secoua la tête. Ses lèvres tremblaient légèrement. Il finit par murmurer d'une voix à peine audible « Louis !» Claire s'accroupit à sa hauteur, cherchant ses yeux. « D'accord, Louis. Tu peux rester ici autant que tu veux, d'accord? Tu n'as rien à craindre. » Il ne répondit pas, mais il hocha doucement la tête. Elle l'observa en silence. Il avait peut-être 10 ou 11 ans, pas plus. Un visage fin, des traits délicats et une expression bien trop grave pour son âge. Claire sentit une inquiétude sourde grandir en elle. Ce n'était pas juste un enfant égaré. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. La vieille dame près de la fenêtre leva brièvement les yeux vers eux, intriguée, mais ne dit rien. Le monde continuait à tourner dehors, la pluie tombait toujours, et dans ce petit café presque vide, une rencontre venait de se produire. Une rencontre qui allait bouleverser à jamais la vie de Claire Moreau. Le silence entre Claire et Louis s'installa, dense, presque palpable. Seule la pluie martelant doucement les vitres semblait oser troubler l'atmosphère suspendue du café. Louis tenait la tasse de chocolat chaud entre ses mains frêles, ses doigts légèrement bleuis par le froid. Il soufflait doucement sur le liquide fumant, mais n'en buvait pas encore. Claire, assise en face de lui, ne le pressait pas. Elle observait chaque mouvement, chaque petit sursaut, chaque hésitation dans le regard du garçon. Il paraissait épuisé. Pas seulement par la pluie ou le froid, mais par quelque chose de plus profond, une fatigue nerveuse comme si ses pensées couraient sans répit depuis longtemps.
Ses vêtements étaient de bonne qualité, bien taillés, mais sales, détrempés et légèrement déchirés au niveau du col. Cela ne ressemblait pas à un enfant vivant dans la rue, et pourtant, il était clairement seul. « Louis, tu veux que j'appelle quelqu'un pour toi? Un oncle, une tante, un professeur ?» demanda Claire d'un ton doux sans insister. Il baissa les yeux et secoua la tête. « Tu as un téléphone? Peut-être qu'il est juste déchargé ?» Cette fois, il hésita, avant de sortir de sa poche un petit téléphone aux finitions élégantes, manifestement coûteux. Il l'alluma, mais l'écran resta noir. Claire comprit alors qu'il n'était pas seulement éteint, mais complètement hors service. Elle tendit la main. « Je peux le charger pour toi, si tu veux. » Il serra l'appareil contre lui et murmura « Non, merci. C'est pas important. » Claire sentit une nouvelle onde d'inquiétude lui traverser la poitrine. Un enfant de cet âge, dans cet état, refusant de charger son téléphone, il y avait quelque chose de plus grave là-dessous. Pourtant, elle savait qu'il ne fallait pas le brusquer. Il était encore trop fermé, trop sur la défensive. Forcer une réponse ne ferait que le refermer davantage. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère. Il haussa timidement les épaules. « J'ai pas très faim. » Claire se leva et revint quelques instants plus tard avec une petite assiette de pain perdu chaud, saupoudré de sucre glace. Le parfum sucré emplit l'air, et Louis malgré lui en suivit les volutes de fumée. Il prit une bouchée, d'abord avec méfiance, puis une deuxième plus gourmande, puis une troisième, jusqu'à finir l'assiette en silence. Il ne disait rien, mais ses yeux s'étaient adoucis. « Tu es loin de chez toi ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si la question pouvait se briser si elle était trop brusque. Il leva les yeux vers elle, hésita à nouveau, puis finit par répondre « Un peu. Tu sais au moins dans quelle direction tu allais ?» Il secoua la tête. Claire, malgré elle, sentit une frustration légère lui monter, non pas envers lui, mais envers l'injustice flagrante de la situation. Un enfant intelligent, poli, manifestement éduqué, seul sous la pluie, perdu et manifestement effrayé. Il n'était pas juste perdu physiquement, il semblait perdu dans le monde. « Tu as fugué ?» demanda-t-elle sans détour cette fois. Il ne répondit pas tout de suite. Il jouait avec le bord de sa manche, tirant sur un fil invisible. Puis il lâcha d'un ton sec, presque coupant. « Je veux pas rentrer. » Cette phrase laissa un écho lourd entre eux. Claire sentit son estomac se contracter. Ce n'était pas une fugue de caprice, pas une bêtise d'enfant. C'était une fuite, une véritable fuite. Et pourtant, elle n'avait toujours aucune idée de ce qui se cachait derrière cette décision. Pourquoi un garçon comme lui aurait-il voulu s'éloigner de sa maison? Pourquoi cette peur constante dans ses yeux? Et surtout, pourquoi ne voulait-il pas que la police soit informée? « Écoute, Louis, tu es ici en sécurité. Je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas faire semblant de rien. Tu es mineur. Si quelqu'un te cherche, je dois savoir... » Il la coupa d'un regard soudainement plus vif, plus adulte. « S'il vous plaît, dites rien à la police. Promis ?» Claire le fixa. Elle lisait dans ses yeux quelque chose qui allait au-delà de la peur, une forme de panique contenue. Il ne craignait pas simplement de se faire gronder par ses parents. Il craignait d'être retrouvé. Cela changeait tout. Elle se leva lentement, fit quelques pas vers le comptoir, tourna le dos un moment, le cœur serré. Elle réfléchissait. Si elle appelait les autorités, elle risquait de le traumatiser davantage, de le pousser à fuir encore. Si elle ne le faisait pas, elle enfreignait une règle claire. Mais quelque chose, une intuition profonde, lui disait que la vérité de ce garçon méritait d'être écoutée. Elle revint vers lui et s'accroupit de nouveau. « Je ne vais rien dire à personne pour l'instant. »« D'accord, mais à une condition. » Il la regarda, méfiant. « Tu restes ici. Tu ne pars pas sans me prévenir. Et tu me dis si tu sens que quelque chose ne va pas. » Il hocha lentement la tête. Claire soupira, se redressa et alla verrouiller discrètement la porte du café. Elle retourna ensuite derrière le comptoir, nettoya machinalement une tasse vide, le regard perdu vers la rue. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire venait de basculer. Elle ne savait pas encore comment ni jusqu'où cette histoire allait l'emmener, mais elle savait au plus profond d'elle qu'elle venait de s'engager dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Dans un coin du café, le garçon sans nom complet, sans direction claire et sans téléphone fonctionnel, continuait à observer le monde avec la prudence d'un animal traqué. Et Claire, derrière ses gestes calmes, commençait à construire une muraille invisible entre lui et le danger qui, elle en était certaine,
rôdait quelque part, tout près. Le lendemain matin, le ciel gris de Lyon persistait au-dessus des toits, enveloppant la ville dans une lumière blafarde. Claire ouvrit les volets du petit appartement qu'elle occupait au-dessus du café. La pièce, modeste mais bien rangée, était désormais silencieuse. Elle tourna la tête vers le canapé-lit, où Louis s'était endormi la veille, recroquevillé sous une couverture épaisse. Il respirait calmement, profondément, comme s'il retrouvait enfin un peu de paix. Elle s'approcha à pas lents, déposa un verre d'eau et une assiette de tartines sur la table basse, puis descendit au café sans le réveiller. À son retour, 1 heure plus tard, elle le trouva réveillé, assis sur le bord du canapé, les cheveux encore ébouriffés, mais les traits plus détendus. Il avait mangé les tartines sans rien dire, et son regard cherchait le sien, comme s'il s'autorisait enfin à lui accorder une once de confiance. Claire s'assit en face de lui, prit une gorgée de café et brisa le silence. « Tu as bien dormi ?» Il hocha la tête, puis après une pause, ajouta « Mieux qu'hier ». Elle sourit, puis lui demanda, avec une curiosité non dissimulée, « Tu sais, hier j'ai remarqué quelque chose. Tu parlais d'endroits assez particuliers. Tu as mentionné un hôtel à Courchevel, une école privée à Genève, un concert dans un théâtre très exclusif à Paris. » Louis détourna les yeux. « Et alors ? Ce ne sont pas des endroits que les enfants fréquentent normalement, Louis. Même les adultes n'y mettent pas souvent les pieds. » Il se leva soudainement et marcha jusqu'à la fenêtre. Ses épaules s'étaient raides, son dos légèrement courbé, comme s'il portait quelque chose de bien trop lourd pour son âge. « J'ai juste de bons souvenirs, c'est tout. Ce ne sont pas des souvenirs ordinaires. Ce que tu dis, ce que tu connais, ton vocabulaire, ta façon de parler, on dirait que tu n'as jamais eu une vie d'enfant normale. Tu es éduqué, tu sais comment te tenir à table, tu parles plusieurs langues, tu évites soigneusement certaines questions. Ce n'est pas un simple hasard. » Il se tourna brusquement vers elle, les sourcils froncés. « Vous me croyez pas? Vous pensez que je mens? Je n'ai jamais dit ça. Mais je pense que tu caches quelque chose. Et tu sais quoi? Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de ne pas tout dire. Mais moi, j'ai aussi le droit de savoir avec qui je vis, même temporairement. » Il s'approcha lentement et s'assit de nouveau, les mains jointes entre les genoux. « Je n'ai pas de mensonge. J'ai juste des choses que je veux oublier. » Claire resta silencieuse. Elle comprenait. Le silence peut être une forme de survie. Elle-même l'avait appris à ses dépens. Elle s'était tue pendant des années sur sa propre histoire, sur ses regrets, sur la manière dont sa vie avait bifurqué. Elle savait reconnaître ce regard, celui de ceux qui ont vu plus qu'ils ne devraient. Louis reprit la parole d'une voix plus posée, presque détachée. « J'ai pas envie d'être retrouvé, pas par eux. J'ai pas confiance. Tu parles de qui ?» Il la regarda longuement puis dit « Je peux pas vous dire, pas encore. » Claire accepta ce silence. Mais plus elle observait Louis, plus elle sentait qu'il ne s'agissait pas d'un simple enfant en fugue. Lorsqu'il parlait, il utilisait parfois des termes juridiques. Il connaissait le fonctionnement des sociétés, parlait de fusion, de valeurs mobilières, de négociations stratégiques, comme s'il avait grandi au milieu de ce vocabulaire. À un moment, il mentionna même le nom d'un économiste britannique, ce qui fit hausser les sourcils de Claire. « Tu lis ce genre de choses à ton âge ?» « C'est mon père qui me les faisait lire. » Elle n'insista pas davantage, mais l'idée qu'il venait d'un milieu très privilégié ne faisait plus de doute. Pourtant, cette intelligence ne s'accordait pas avec la peur qui l'habitait. Quelque chose clochait profondément. Elle le vit aussi dans ses gestes. Il avait une manière de refermer la porte derrière lui et de vérifier qu'elle était bien verrouillée. Il regardait souvent par la fenêtre, sursautait quand le téléphone sonnait. Lorsqu'un client du café parlait un peu fort, il se tendait immédiatement. Claire nota aussi qu'il ne voulait jamais rester seul. Même pour aller aux toilettes, il demandait si elle restait à proximité. Il refusait d'aller se coucher tant que toutes les lumières n'étaient pas éteintes, sauf celle du couloir. Il inspectait toujours sa chambre avant de s'allonger, comme s'il cherchait une sortie de secours invisible. Un soir, elle l'entendit murmurer dans son sommeil des phrases brisées, des noms, des chiffres, et parfois des mots qui ne semblaient avoir de sens que pour lui. La journée suivante fut marquée par un incident particulier. Un client régulier, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel, entra et s'installa au comptoir. Louis, assis dans un coin du café, le regarda un instant, puis blêmit. Il se leva, traversa la salle rapidement et monta à l'étage sans dire un mot. Claire le retrouva dans la salle de bain,
tremblant de tout son corps. « C'était lui, chuchota-t-il. « Lui qui? L'homme. Il me suit. Je l'ai déjà vu. 2 fois, une fois à Genève et une autre à Paris. » Claire descendit immédiatement, mais le client discutait tranquillement avec un autre habitué et ne montrait aucun signe suspect. Elle ne dit rien, se contenta de noter les détails de son visage, de sa voix et l'instant où il quitta le café. Le doute s'immisça alors en elle. Et si Louis disait vrai? Et s'il était suivi? Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Le comportement du garçon, son langage, ses connaissances, son inquiétude constante, tout cela formait un puzzle dont l'image commençait lentement à se dessiner. Ce soir-là, Claire s'assit sur son lit, un vieux dossier universitaire à la main, et réfléchit longuement. Elle ne connaissait toujours pas le nom complet de Louis. Elle ne savait pas encore ce qui l'avait poussé à fuir. Mais ce qu'elle savait avec certitude, c'était que ce garçon n'était pas un enfant ordinaire. Il portait sur ses épaules des secrets bien trop grands pour lui, et elle, sans vraiment le vouloir, venait d'entrer dans un monde où chaque geste, chaque parole, pouvait avoir des conséquences inattendues. Elle n'était plus seulement une serveuse de café. Elle devenait, jour après jour, la seule personne en qui ce garçon semblait placer sa confiance. Et cela, elle ne pouvait pas l'ignorer. Le jour suivant, une tension invisible planait dans l'air du café. Claire, plus nerveuse que d'habitude, surveillait chaque entrée, chaque client, chaque mouvement derrière les vitres. Louis, installé dans le coin le plus discret du salon, feuilletait un vieux magazine avec une concentration forcée. Les jambes repliées sous la chaise, son regard fuyant chaque fois qu'un inconnu franchissait la porte. Il ne disait presque rien depuis le matin, et Claire sentait que quelque chose n'allait pas. Son mutisme n'était pas un simple repli passager. Il semblait écouter des choses qu'elle ne percevait pas, comme si son esprit était constamment en état d'alerte. Peu après 15 heures, alors que le café n'était occupé que par 2 étudiants et un homme âgé lisant son journal, la porte s'ouvrit lentement et 2 policiers en uniforme entrèrent. L'un d'eux, grand et brun, s'approcha du comptoir avec assurance. Le second, plus jeune, balaya la salle d'un regard méthodique. Louis se figea sur sa chaise, le magazine tremblant légèrement entre ses mains. Claire sentit son cœur rater un battement. Elle s'avança vers eux, un torchon en main, feignant une attitude détendue. « Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous ? » ?»« Bonjour. Nous avons été informés qu'un enfant aurait été aperçu ici hier en fin de journée. Seul, apparemment perdu. On nous a signalé qu'il était resté un moment à l'intérieur. » Claire afficha un léger sourire, maîtrisant sa respiration. « Un garçon est bien passé. Il était trempé, affamé. Je lui ai offert une boisson chaude. Il m'a dit qu'il attendait un proche. Il est reparti une demi-heure plus tard. » « Seul ? » ?»« Oui. » Le policier nota quelque chose dans un petit carnet, puis jeta un coup d'œil dans la salle. Louis avait tourné le dos, le visage caché derrière le magazine, mais ses épaules contractées trahissaient sa peur. « Vous avez pris son nom ?» demanda l'autre agent, suspicieux. « Non. » Il ne voulait pas parler. Il avait l'air bouleversé et j'ai préféré ne pas le brusquer. « Avez-vous remarqué s'il portait un uniforme scolaire ou quelque chose qui permettrait de l'identifier ?» Claire secoua la tête. Non, rien de ce genre. Une veste noire, un pantalon classique, rien de remarquable. Le policier la fixa un instant comme pour déceler un mensonge derrière ses mots. Elle soutint le regard sans fléchir. Elle avait appris, à force de servir des clients pressés, exigeants ou hostiles, à garder un visage impassible. C'était une seconde nature. Si vous le revoyez, appelez-nous immédiatement. Il y a une alerte de disparition en cours. Les parents sont très inquiets. Bien sûr, répondit Claire d'une voix calme. Je comprends parfaitement. Les 2 agents remercièrent poliment et quittèrent le café. Dès que la porte se referma derrière eux, Claire se précipita vers Louis. Il avait les yeux grands ouverts, les joues rouges et les mains crispées sur le magazine. « Ils vont revenir, murmura-t-il. Pas si on reste discret. Ils savent que je suis là. »« Non, ils ne savent rien. J'ai dit que tu étais parti. » Il se leva brusquement. « Ils vont fouiller, ils vont regarder les caméras de surveillance, ils vont parler aux voisins, ils trouveront. » Claire posa une main sur son épaule. « Tu es en sécurité ici, mais tu dois me faire confiance. Si tu paniques, tu vas te trahir. » Il détourna le regard. Elle sentit son corps frémir, comme s'il luttait contre une peur viscérale. Ce n'était pas la simple crainte d'un enfant qui a fait une bêtise. C'était celle de quelqu'un qui sait que la menace est réelle, proche et dangereuse. « Qu'est-ce qu'ils feraient si je leur disais la vérité ?»
demanda-t-il soudain, presque dans un souffle. « Je ne sais pas, Louis. Mais si tu ne dis rien, ils finiront par inventer leur propre version. Tu comprends ça, non ?» Il hocha lentement la tête. « Alors tu dois choisir. Soit tu leur fais face avec mon aide, soit tu continues à fuir. Mais il faut que tu sois prêt pour les deux. » Il resta silencieux pendant de longues secondes, puis murmura « Je ne veux pas qu'on m'utilise contre mon père. » Cette phrase glaça Claire. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas simplement d'un enfant en conflit familial. Il y avait autre chose, plus profond, plus tordu. Elle se redressa et décida de monter avec lui à l'appartement. Là, ils pourraient se parler sans craindre d'être écoutés. Une fois à l'intérieur, elle s'assit à la table de cuisine et l'invita à faire de même. Le silence était pesant. « Louis, il faut que tu comprennes une chose. Si quelqu'un essaye de te retrouver pour de mauvaises raisons, je dois le savoir. Tu ne peux pas me demander de t'aider sans me donner au moins un peu de vérité. » Il passa une main dans ses cheveux, visiblement tiraillés. « Il y a des gens dans l'entreprise de mon père qui veulent le faire plier. Il y a un accord qu'il ne veut pas signer. Un rachat. Un truc énorme. Alors, ils ont trouvé un moyen de pression. Et ce moyen, c'est toi. » Il ne répondit pas. Mais son regard suffisait à confirmer ce qu'elle venait de dire. Claire sentit une colère sourde monter en elle. Utiliser un enfant comme levier de négociation, c'était d'un cynisme intolérable. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers lui. « Tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Ils vont chercher. Si tu veux que je t'aide, il faut qu'on réfléchisse à un endroit où tu pourras être vraiment à l'abri. »« Mais je veux pas être séparé de vous, dit-il. » Cette phrase la prit de court. Il l'avait dite d'un ton presque désespéré, comme si elle était la seule personne encore digne de confiance dans son monde. Claire sentit un pincement au cœur. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait pas cherché à devenir le refuge d'un enfant en détresse, mais elle y était désormais, et rien en elle ne pouvait envisager de le laisser tomber. « On trouvera une solution, » répondit-elle, « mais il faut faire attention. À partir de maintenant, chaque mouvement compte. » Il acquiesça. Et pendant un instant, dans ce petit appartement modeste au-dessus d'un café de quartier, une alliance silencieuse se forma entre eux. Une serveuse désabusée et un garçon en fuite, réunis par le hasard ou par une nécessité plus forte encore, celle de survivre à une vérité trop grande pour être portée seule. Ce fut en fin d'après-midi, alors que le ciel de Lyon s'assombrissait lentement, que tout bascula sans bruit. Le café était presque vide. Seuls 2 clients feuilletaient distraitement leurs journaux, dans un silence ponctué par le cliquetis des tasses et les pas discrets de Claire. Louis était resté à l'étage toute la journée. Il avait proposé de l'aider à nettoyer les chambres, ranger les stocks ou essuyer les verres, comme s'il avait besoin d'occuper ses mains pour ne pas laisser son esprit vagabonder. Claire avait accepté sa présence avec une forme de reconnaissance muette. Ce n'était plus une obligation morale qui la poussait à le protéger. Elle s'attachait à lui, malgré elle. Mais elle gardait en tête une inquiétude constante, une tension qu'elle n'arrivait pas à dissiper. Ce fut en ramassant la veste de Louis qu'elle découvrit l'objet en question. Elle l'avait posé sur une chaise après l'avoir fait sécher près du radiateur. En secouant le tissu, un petit carton rigide tomba sur le sol. Un carton d'identification de sécurité, plastifié, épais, avec une bande magnétique et une puce intégrée. Claire le ramassa machinalement, pensant d'abord à une carte de bibliothèque ou à un badge scolaire. Mais ce qu'elle lut figea tous ses gestes. En lettres nettes, sur fond gris métallique, était imprimé « Delacour Industries, accès restreint, niveau 2 ». Et juste en dessous, un nom. Louis Delacour. Claire sentit son cœur se serrer. Delacour. Le nom ne lui était pas étranger. Elle l'avait déjà entendu, lu dans les journaux, entendu dans des conversations d'affaires au café. Elle alluma son téléphone, ouvrit un moteur de recherche et tapa ce nom. En quelques secondes, des dizaines de résultats apparurent. Le visage d'un homme, sérieux, élégant, regard perçant, occupait la une de plusieurs articles. Émile Delacour, PDG de Delacour Industries, un des groupes industriels les plus puissants de France, opérant dans l'énergie, la technologie, la sécurité, l'intelligence artificielle, un empire aux ramifications internationales. Un homme réputé pour sa discrétion, son influence et son absence totale de vie médiatique. Mais ce n'est pas Émile qui attira immédiatement l'attention de Claire. C'est un bandeau rouge en haut d'un site d'information qui la frappa. Disparition inquiétante.
Le fils unique du PDG Émile Delacour portait disparu depuis plus de 24 heures. La photo d'un enfant apparut. Cheveux bruns, regard intense, léger sourire figé. Claire n'eut pas besoin de zoomer pour confirmer ce qu'elle savait déjà. C'était Louis. Elle resta immobile, le téléphone encore allumé dans une main, la carte dans l'autre. Le poids de la vérité la frappa de plein fouet. Louis n'était pas simplement un enfant en fuite, ni un garçon riche effrayé par des jeux de pouvoir familiaux. Il était le fils du PDG le plus puissant du pays, recherché par la presse, la police, les services de sécurité, probablement par des hommes capables de tout pour le retrouver ou le faire taire. Ce qu'il lui avait confié la veille prenait une ampleur insoupçonnée. Elle remit lentement la carte à l'intérieur de la veste et s'assit, le souffle court. Elle repensait aux détails. Son vocabulaire, sa connaissance des structures économiques, sa peur viscérale de certains adultes, son refus de charger son téléphone, son comportement presque paranoïaque. Tout s'alignait désormais. Elle avait devant elle un garçon né dans un monde d'élite, plongé dès l'enfance dans les arcanes d'un pouvoir économique dont peu de gens comprenaient l'ampleur. Et ce garçon avait fui, non par caprice, mais par survie. Louis descendit quelques minutes plus tard, vêtu d'un pull trop grand et d'un jean un peu usé. Il vit le visage de Claire et comprit immédiatement. « Tu as trouvé », dit-il simplement. Elle hocha la tête. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il s'approcha, s'assit sur la chaise en face d'elle et fixa la table. « Parce que si je dis mon nom, je deviens un objet. On arrête de m'écouter. On pense que je mens ou que je dramatise. Je deviens le fils de Delacour. Et c'est tout. Tu es son fils. »« Je suis aussi Louis, dit-il fermement. » Claire le regarda longuement. « Tu as peur de ton père ?» Il secoua la tête. « Pas de lui, mais de ceux qui l'entourent. Il a des ennemis puissants. Il le sait, mais il refuse de voir que certains travaillent déjà contre lui depuis l'intérieur. Et moi, je suis une faille. Tu crois qu'ils veulent te faire du mal ?» Il ne répondit pas tout de suite, puis murmura « Pas forcément. Mais ils veulent me prendre, me garder quelque part, me faire pression. Si mon père refuse leur offre, ils menacent de me garder loin. Pas de rançon, pas de violence directe. Juste assez de peur pour qu'ils plient. » Claire comprit que la situation dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle ne pouvait pas garder Louis caché éternellement. Et pourtant, l'idée de le livrer à des autorités qui pourraient être compromises la révulsait. Elle se sentait piégée entre sa conscience, la loi et une vérité invisible que personne ne semblait vouloir admettre. « On doit réfléchir, dit-elle doucement. Trouver un moyen de te protéger, mais aussi de comprendre qui est derrière tout ça. Tu me crois ?» demanda-t-il. Elle posa une main sur la sienne. « Oui, maintenant je te crois. » Ce soir-là, Claire verrouilla chaque porte, chaque fenêtre, ferma les rideaux, éteignit toutes les lumières et s'assura que rien n'indiquait la présence d'un enfant à l'étage. Elle installa un matelas supplémentaire dans sa chambre près du sien, au cas où Louis se réveillerait en pleine nuit, paniqué. Il s'endormit rapidement, épuisé par tant de tensions accumulées. Mais Claire, elle, resta éveillée longtemps, le regard fixé au plafond. Son monde avait changé. Elle n'était plus une simple serveuse de quartier. Elle était désormais responsable du fils d'un des hommes les plus puissants du pays. Et avec cette responsabilité, venait un danger qui ne tarderait pas à frapper à sa porte. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le premier signe de ce danger allait apparaître dès le lendemain. À l'aube du lendemain, Lyon baignait dans une lumière pâle. La pluie s'était retirée, mais la ville restait humide. Claire s'était levée tôt, trop préoccupée pour dormir encore longtemps. Elle avait vérifié le café, les rideaux, les fenêtres. Tout semblait normal, mais une précaution lui dictait de rester vigilante. Elle avait préparé 2 cafés et une assiette de viennoiserie pour Louis, qui sommeillait encore paisiblement dans la pièce à l'étage. Le silence était lourd, chargé d'une attente sourde. Elle redoutait chaque bruit, chaque pas, chaque souffle trop fort. Quand Louis se réveilla, il descendit prudemment, les yeux encore embués de sommeil. Claire l'accueillit avec un sourire doux, un geste simple mais réfléchi. Ils partagèrent ensemble un petit déjeuner calme, sans trop parler. Elle évitait les sujets lourds dans ces moments matinaux. Après quelques minutes, elle monta dans les réserves et ramena un manteau et une écharpe pour lui disant qu'ils iraient faire quelques courses, acheter des provisions, peut-être faire un peu de repérage dans les alentours. Elle voulait l'emmener ailleurs un moment, le sortir de cet espace confiné, mais surtout tester leur marge de manœuvre. Ils quittèrent le café par une porte latérale discrète, évitant l'entrée principale.
Sur la rue pavée, l'air était frais, les façades glissantes de pluie, les vitrines brillantes. Ils marchèrent côte à côte, silencieux, observant les passants. Louis tenait le manteau serré contre lui, regardant autour avec une prudence presque exagérée. Chaque personne qu'il croisait semblait éveiller une alerte dans ses prunelles. Claire sentit son cœur accélérer à chaque coin de rue. Ils entrèrent dans une épicerie de quartier avec des étagères boisées et des arômes de pain frais. Claire demanda quelques produits de base. Pain, fromage, fruits, lait. Louis l'aida à pousser le panier, scrutant l'entrée. Lorsqu'ils passèrent devant le rayon des journaux, Claire ne put résister et jeta un coup d'œil discret aux manchettes. Elles portaient tout un même titre, « Disparition inquiétante, Louis de la Cour introuvable ». Une photo en une montrait le garçon qu'elle avait en face d'elle, le visage trempé sous la pluie, le regard fixe. Son cœur se serra. Louis, remarquant son trouble, lui murmura « Il ne faut pas s'arrêter sur ça ». Claire fit un effort pour paraître détendue et dit simplement « Oui, je sais ». Ils achetèrent ce qu'il fallait et sortirent rapidement. Une fois dehors, Claire suggéra de passer par une ruelle voisine pour rentrer au café sans passer par l'axe principal. Ils prirent un chemin détourné, long et sinueux, essayant de rester invisibles dans le flot de la ville. Mais en progressant, Claire sentit une présence au bout de la rue. Un homme en costume impeccable, au port assuré, se tenait figé, les mains dans les poches de son pantalon. Son regard était fixé sur eux, mais il ne bougeait pas. Claire s'immobilisa, ralentit ses pas, fit signe à Louis de faire de même. Ils s'arrêtèrent à une dizaine de mètres. L'homme les observait calmement, sans expression évidente. Ses habits étaient très soignés, rien d'ostentatoire, mais d'une élégance subtile, presque calculée. Louis pâlit. Il serra la main de Claire, comme pour demander une protection muette. Elle le resserra, lui adressa un regard rassurant. Lentement, ils continuèrent à marcher, reprenant leur route, détournant les yeux, feignant l'indifférence. L'homme les suivit, pas à pas, sans hâte, sans bruit. Claire sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un les surveillait ce matin-là, manifestement. Ils parvinrent à une rue plus large, plus animée. Claire accéléra, entraînant Louis vers le café. Ils entrèrent par la porte arrière. À l'intérieur, elle verrouilla soigneusement la porte, vérifia les fenêtres, ferma les rideaux. Le calme apparent du café contrastait avec la tension qui régnait dans ses veines. Elle posa les sacs sur une table, les ouvrit, disposa les victuailles. Louis se tenait près de l'escalier, les épaules voûtées, silencieux. « Tu l'as vu » demanda-t-elle d'une voix basse. Louis acquiesça, la voix tremblante. « Oui, c'est lui, l'homme du café il y a 2 jours. » Claire hocha la tête lentement. Cette confirmation rendait tout plus réel. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. « Très bien. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Si cet homme travaille pour eux, il va essayer de nous pousser à faire un faux pas. » Louis sentit les larmes monter, mais les retint. Dans ses yeux brillait une peur ancienne, une peur d'enfant exposé à des forces trop grandes pour lui. Elle le guida dans un coin de la salle, près d'une table isolée, s'assit en face de lui. « Écoute-moi bien, dit-elle. À partir d'aujourd'hui, tu ne resteras jamais seul dans cet appartement. Quand je sors, tu ne restes pas ici. On doit toujours être 2. Et si tu vois quelqu'un te fixer, même indirectement, tu cours ou tu t'abrites. Tu comprends ? Oui, elle reprit. Aussi, on doit changer de chemin quand on sort, éviter d'aller 2 fois au même endroit. Je ne laisserai pas cet homme te retrouver. On va trouver une solution, mais il nous faut du temps. » Louis acquiesça encore, la voix presque étouffée. « J'ai peur. » Elle se pencha, le regarda dans les yeux. « Moi aussi j'ai peur. Mais je ne te laisserai jamais seul. Tu n'es pas une pièce à déplacer. Tu es un enfant qu'on protège. » Il pencha légèrement la tête. Elle posa une main sur sa joue, un geste maternel qu'elle ressentait malgré elle. Le silence s'installa. Puis, elle sortit un morceau de papier et un crayon de sa poche. Elle esquissa une carte de Lyon indiquant les alentours du café, les rues secondaires, les ruelles où ils pouvaient se cacher en cas de besoin. Elle marqua quelques adresses possibles, des logements qu'elle connaissait, des amis discrets, des lieux où ils pourraient se retrancher si cela devenait nécessaire. Elle conjura Louis de mémoriser chaque mot, chaque détour, chaque repère. Au dehors, la lumière déclinait. Le café, jusqu'alors refuge discret, devenait un point vulnérable. Claire redoutait que l'homme ne revienne avant la tombée de la nuit, avec des renforts, avec des hommes au visage fermé.
Elle savait que ce n'était plus une course contre le temps, mais une course contre des ombres. Et tandis que les ombres grandissaient autour d'eux, elle comprit d'une certitude glacée que la vraie bataille, celle pour la protection de Louis, avait commencé. La nuit était tombée sur Lyon, mais l'agitation intérieure de Claire ne cessait pas. Le calme trompeur du café, fermé plus tôt que d'habitude, contrastait violemment avec le tumulte de ses pensées. Depuis la visite de l'inconnu, chaque minute passée entre ces murs devenait une forme de pari dangereux. Claire ne pouvait plus ignorer la réalité. Leur cachette avait été repérée. Le simple fait que cet homme ait su où les trouver indiquait qu'ils étaient sous surveillance. Elle regardait Louis, assis à l'étage, une couverture sur les épaules, les traits tendus, et elle sut que l'instant de choisir était venu. Elle ne pouvait plus rester passive. Elle devait agir. Elle grimpa lentement les escaliers et s'assit près de lui. Louis levait les yeux vers elle sans dire un mot. Il semblait avoir deviné ce qui se passait dans son esprit. Sans tourner autour du sujet, Claire lança d'une voix calme « On ne peut pas rester ici, Louis. Pas une nuit de plus. » Il hocha la tête, comme s'il attendait cette décision depuis plusieurs heures déjà. Il ne semblait ni surpris ni effrayé, juste résigné. « Tu sais où on va aller ?» demanda-t-il. Claire réfléchit un instant. « Chez moi. Mais pas ici, pas l'appartement du dessus. Je parle de ma maison, à la périphérie. Dans un ancien quartier ouvrier à l'est de la ville. C'est petit, un peu délabré, mais discret. Personne ne pense que je pourrais y retourner. » Louis fronça légèrement les sourcils. « Tu l'as quitté, pourquoi ?»« Mauvais souvenir. Une époque où je ne voulais plus rester là. Mais aujourd'hui, c'est précisément ce genre d'endroit qu'il nous faut. Un lieu sans histoire, sans curiosité, sans voisins indiscrets. » Elle prépara un sac en silence. Quelques vêtements pour lui, de l'argent liquide qu'elle gardait pour les urgences, des documents personnels, un chargeur universel, quelques denrées non périssables. Louis l'aida à emballer le strict nécessaire. À 22 heures passées, elle éteignit toutes les lumières, sortit discrètement par la porte arrière et ensemble, ils descendirent la ruelle sombre sans se retourner. Le trajet fut long, aucun taxi, aucun transport en commun. Ils marchèrent, traversant les ruelles de Lyon comme deux fugitifs. Louis peinait à suivre parfois, mais ne se plaignait pas. Il gardait un silence tendu, les yeux rivés au sol, les oreilles aux aguets. Claire, de son côté, guettait les moindres ombres, prête à s'arrêter au moindre signe de danger. Ce n'est qu'après 1 heure et demie qu'ils atteignirent un quartier éloigné, calme, presque oublié de la ville. Des façades ternies, des volets clos, des lampadaires défaillants. Elle poussa une grille grinçante, sortit une clé d'un trousseau qu'elle n'avait pas touché depuis des années et ouvrit une petite maison en retrait. L'intérieur avait l'odeur stagnante des lieux inoccupés. Poussière, humidité, bois sec. Elle alluma une vieille lampe à pétrole posée sur une étagère. Les murs étaient tenus, les meubles recouverts de draps, mais l'endroit était habitable. Claire retira la bâche d'un vieux canapé-lit, en prépara 2 couvertures et invita Louis à s'installer. Malgré le froid et le silence, il sembla apaisé. Il s'allongea et s'endormit rapidement, épuisé par la marche et l'émotion. Pendant qu'il dormait, Claire resta assise près de la fenêtre, observant la rue déserte. Elle pensait à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle risquait. Mais dans ce tumulte, une idée émergeait lentement. Elle ne pouvait pas continuer à fuir indéfiniment. À un moment ou un autre, il faudrait contre-attaquer, comprendre qui étaient réellement les ennemis de Louis, découvrir pourquoi ils le cherchaient et surtout comment les arrêter. Et pour cela, elle allait devoir renouer avec une partie d'elle-même qu'elle avait enterrée depuis longtemps. Le lendemain matin, elle se leva tôt. Elle profita du sommeil profond de Louis pour sortir un instant. Elle marcha jusqu'à une cabine téléphonique au coin d'une avenue abandonnée et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis plus de 8 ans. Une voix rauque répondit. Elle hésita un instant, puis dit « C'est clair, j'ai besoin d'aide. » La réponse fut brève. « Où es-tu ?»« Rue des Tilleuls, à l'est, l'ancienne maison. »« Je serai là dans 2 heures. » Elle raccrocha et retourna à la maison. Louis dormait encore. Elle le laissa reposer. 2 heures plus tard, un véhicule discret s'arrêta devant la maison. Un homme en sortit, grand, carré, regard vigilant. Il entra sans frapper. Claire le reconnut immédiatement. C'était Arnaud, un ancien collègue de l'époque où elle faisait son stage dans une entreprise de sécurité privée. Un homme qui savait ce que voulait dire protéger quelqu'un,
même dans des circonstances ambiguës. « C'est donc vrai, » murmura-t-il en regardant Louis endormi. « Tu l'as vraiment trouvé. »« Non, c'est lui qui m'a trouvé, » répondit Claire, « et je dois le protéger. Tu sais qui il est, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, et je crois que j'ai compris pourquoi il a fui. » Arnaud s'installa à la table et sortit un petit carnet. « Dis-moi tout, » dit-il. « Depuis le début. Aucun détail n'est inutile. » Claire raconta tout. La pluie, le chocolat chaud, la carte de la cour, l'homme en costume, les policiers, la photo dans le journal. Arnaud ne l'interrompit pas une seule fois. Lorsqu'elle termina, il ferma son carnet et la fixa longuement. « Tu n'as pas idée du nid de vipères dans lequel tu es tombé, mais tu as bien fait de m'appeler. Si ce que tu dis est vrai, alors ce garçon est en danger bien plus grave qu'on ne le pense. »« Je m'en doutais, » murmura Claire. « Et maintenant ? Maintenant, on va le garder caché. Et pendant ce temps, je vais fouiller. Je connais des gens dans les sphères que ton garçon fréquente. Je vais voir qui parle trop, qui cherche quoi et qui gagne quoi si le père signe ce fameux accord. » Claire sentit un léger soulagement. Elle n'était plus seule. Elle avait enfin un allié. Louis se réveilla à ce moment-là, les yeux encore embués. Il vit Arnaud et se crispa légèrement. « C'est un ami, » dit Claire. « Il est là pour nous aider. » Louis hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis des jours, il sembla relâcher un peu de la peur qui habitait son corps. Il s'approcha d'Arnaud et tendit la main. L'homme la serra avec un sérieux respectueux. « Tu vas t'en sortir, gamin, » dit-il, « mais il faut qu'on soit malin. » Claire, en les observant, comprit qu'elle avait franchi un point de non-retour. Elle avait quitté le confort, la prudence, la neutralité. Désormais, elle était actrice. Elle allait combattre, chercher, comprendre. Pour lui, pour elle, pour cette vérité qu'on avait voulu étouffer derrière des portes blindées. Le matin se levait à peine sur les faubourgs de Lyon, lorsque Claire sentit son téléphone vibrer avec insistance dans sa poche. Elle l'avait rallumé quelques heures plus tôt, par nécessité, afin de contacter discrètement une ancienne collègue du café. Elle avait pris soin de retirer la carte SIM principale, mais un vieux numéro secondaire y était toujours actif. Quand elle vit l'écran s'illuminer, son cœur s'accéléra. Aucun numéro ne s'affichait. Un appel anonyme. Elle hésita une fraction de seconde, puis décrocha. « Claire Moreau ?» demanda une voix mécanique. Elle resta silencieuse. « Nous savons où vous êtes et ce que vous avez fait. » Un déclic. L'appel se coupa. Claire resta figée, le téléphone à la main, les doigts tremblants. Elle se tourna vers Louis qui mangeait une tartine en silence, un livre ouvert devant lui. Il leva les yeux vers elle et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sans dire un mot, elle s'assit à ses côtés, posant calmement le téléphone face contre table. Son esprit tournait à toute vitesse. Quelqu'un les avait repérés. Ce n'était plus une hypothèse, c'était une certitude. À peine 2 heures plus tard, alors qu'Arnaud les avait laissés momentanément pour rencontrer un de ses contacts à Vèze, les premières alertes apparurent. Des photos floues d'une femme ressemblant à Claire, en compagnie d'un enfant identifié comme étant Louis Delacour, circulaient déjà sur plusieurs sites d'information. Les mots « complice »,« ravisseuse »,« disparition prolongée » parsemaient les articles comme des coups de couteau. La machine médiatique s'était mise en marche, sans nuance ni recul. Pour l'opinion publique, Claire était devenue une fugitive, et Louis, une victime manipulée. Elle s'effondra sur une chaise, abasourdie. Les images étaient visiblement tirées de caméras de surveillance du centre-ville. Elle se revit marchant aux côtés de Louis, dans les rues de la Presqu'île, un sac à la main. La qualité de l'image était médiocre, mais suffisante pour semer le doute. Elle alluma rapidement la radio sur un vieux poste encore fonctionnel. Les stations locales diffusaient déjà l'affaire. La police lance un appel à témoins. Une femme âgée d'une trentaine d'années, identifiée comme Claire Moreau, est actuellement recherchée pour enlèvement ou complicité de disparition de mineurs. Louis, blême, posa lentement son livre. Il n'eut besoin d'aucun mot. Il comprenait. La fuite n'était plus une précaution. C'était désormais une nécessité vitale. Claire, quant à elle, sentit une colère froide lui parcourir la poitrine. On les présentait comme les coupables. On la désignait comme une criminelle. Elle qui avait tout sacrifié pour offrir un abri à cet enfant. Elle récupéra immédiatement le sac d'urgence préparé par Arnaud la veille. Elle en sortit des vêtements plus sobres pour elle, une casquette pour Louis, une paire de lunettes teintées, quelques documents imprimés. Elle donna à Louis des instructions claires. S'il arrivait quoi que ce soit, il devait prendre ce sac et courir vers l'adresse indiquée au fond du carnet. Une cache de secours.
Un ami d'Arnaud qui pouvait les héberger pendant 48 heures maximum. C'était un plan de secours, à utiliser seulement en cas d'extrême urgence. Ils passèrent l'après-midi enfermés, toutes les fenêtres fermées, les rideaux tirés. Claire surveillait les réseaux, les sites de journaux, les publications sur les forums. Le visage de Louis apparaissait partout, accompagné du mot « disparu ». Le sien, désormais, était flouté dans les versions les plus prudentes, mais commençait à apparaître clairement dans certains contenus diffusés sans filtre. On rapportait que la police avait interrogé des collègues du café. Certains pensaient qu'elle était partie en vacances, d'autres affirmaient ne plus avoir de nouvelles. Un voisin du quartier de la Croix-Rousse affirmait l'avoir vue, accompagnée d'un enfant qui ne lui ressemblait pas du tout. La pression montait. En début de soirée, Arnaud revint, plus nerveux que jamais. Il entra en silence, ferma derrière lui et posa une enveloppe brune sur la table. « Il y a une taupe », lança-t-il. « Quelqu'un dans la sécurité privée ou dans les sphères proches du père de Louis a balancé ton nom. Pas à la presse, mais à des gens assez influents pour faire bouger les lignes sans procédure officielle. En une journée, ils ont retourné la ville contre toi. » Claire lui jeta un regard noir. « Et mon dossier? Mon passé? Mes années de silence? Tout ça n'a servi à rien. J'ai aidé un enfant, Arnaud. C'est tout ce que j'ai fait. Et tu t'attaques sans le vouloir à une guerre d'intérêts que tu ne peux pas imaginer. Ce garçon, c'est la clé d'un accord à plusieurs centaines de millions. Tu crois qu'ils vont le laisser tranquille? Tu crois qu'ils vont t'épargner parce que tu as eu de la compassion? » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des extraits de contrats, des échanges de mails imprimés, des organigrammes. Arnaud avait trouvé une piste. Un des associés d'Émile Delacour, un homme discret nommé Victor Renaud, semblait orchestrer une opération de pression indirecte. Louis, en tant que fils unique du PDG, pouvait servir de monnaie d'échange pour forcer la signature d'un rachat d'actifs très contesté à l'étranger. Si Émile refusait, Louis serait perdu jusqu'à nouvel ordre. Le plan était simple, terriblement efficace. Et désormais, Claire gênait. Elle comprit à cet instant que leur temps était compté. Elle ne pouvait plus se contenter de cacher Louis. Elle devait exposer la vérité, réunir les preuves, affronter le système. Et pour cela, elle devait sortir de l'ombre, elle et Louis. Mais avant tout, il fallait survivre à la nuit. Dans l'obscurité d'un salon faiblement éclairé par une lampe d'appoint, Claire tournait en rond. Son regard allait de la fenêtre à la porte, puis revenait vers la table où étaient étalés les documents qu'Arnaud avait apportés. Louis, dans un coin de la pièce, essayait de rester concentré sur un livre, mais Claire voyait bien qu'il n'en lisait pas une ligne. Le poids du danger imminent rendait chaque seconde plus dense. L'étau se resserrait. Ce fut Arnaud qui, assis à côté d'elle, les yeux rivés sur une série de schémas d'actionnariat, formula la question que Claire redoutait depuis le début. « Pourquoi tu as vraiment quitté l'université? Pourquoi une fille comme toi, major de promotion, promise à une carrière dans la stratégie, a tout laissé tomber pour servir des cafés ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle leva les yeux, les laissa se perdre dans le vide. Ce n'était pas une question qu'elle avait envie de revisiter. Mais maintenant qu'elle était prise dans un engrenage dont elle ne contrôlait plus les règles, il n'y avait plus de place pour les silences confortables. « Parce que j'ai tout misé sur un rêve, » dit-elle. « Un projet, un stage dans une boîte de conseil, une place dans une entreprise où je pensais faire carrière. J'étais fière, ambitieuse. Et puis, j'ai été trahie par quelqu'un que je croyais de mon côté. Un professeur influent, admiré, respecté. Il a utilisé mes idées, mon travail, mes recherches. Il les a vendues à une firme privée en son nom. Et quand j'ai menacé de parler, on m'a fait comprendre que je serais la seule à y perdre. » Elle reprit son souffle, ses mains légèrement crispées sur le bord de la table. « Alors j'ai disparu. Je me suis enterré dans une vie discrète, sans risque, sans ambition. J'ai fui les structures, les réseaux, les carrières. Je ne voulais plus être utilisé. Je ne voulais plus appartenir à ce monde. » Louis l'écoutait en silence. Pour la première fois, il découvrait une faille, une blessure dans celle qu'il considérait désormais comme son seul refuge. Arnaud, lui, hochait lentement la tête. « Et tu ne t'es jamais dit que ton profil finirait par ressurgir? Que ton intelligence, ta capacité d'analyse, ton instinct stratégique, tout ça finirait par se réveiller ?» Claire esquissa un sourire amer. « Je l'ai enterré si profondément que je pensais que c'était fini. Mais tu as raison, il est là. Et maintenant que j'ai ce garçon avec moi,
que je vois ce qu'on lui fait, ce que ce système veut lui imposer, je n'ai plus envie de fuir. Elle montra du doigt un des organigrammes sur la table. Renault a pris le contrôle d'une filiale clé de Delacour Industries il y a 4 mois. À travers des holdings étrangères, il a acheté des parts stratégiques dans les fournisseurs secondaires. C'est une méthode classique, créer une dépendance en amont pour fragiliser la maison mère. Si Émile refuse le rachat, la chaîne s'effondre. Arnaud la regardait avec une admiration contenue. « Tu vois, tu n'as rien perdu. Tu es encore capable de comprendre ce jeu mieux que quiconque. » Claire se leva et alla vers la fenêtre. Elle regarda la rue silencieuse, puis se retourna vers eux. « On ne peut plus attendre, on doit agir. Si Renault veut faire pression, c'est qu'il n'a pas encore réussi à convaincre les autres actionnaires. Cela veut dire qu'il y a un espace pour intervenir. »« Mais comment ?» demanda Louis. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Tu connais ton père mieux que nous. Tu sais comment il pense, comment il réagit. Il te croit perdu, kidnappé ou manipulé. Il est probablement sous pression constante. Mais s'il voit une preuve tangible que tu n'as pas été enlevé, que tu as fui volontairement et surtout que tu es en sécurité, il pourrait commencer à se poser les bonnes questions. Tu veux qu'on le contacte ? Pas encore. Ce serait trop risqué. Mais je veux qu'on rassemble tout ce qu'on peut. Documents, photos, échanges. Je veux comprendre le vrai rôle de Renault. Et surtout, je veux te montrer à ton père dans des conditions qu'il ne pourra pas ignorer. » Arnaud acquiesça. « J'ai encore des contacts dans 2 anciens cabinets de conseil. Ils ont dû bosser sur les montages de Renault sans savoir ce qu'ils faisaient. Je peux essayer d'obtenir des copies d'analyse ou des présentations internes. » Claire reprit. « Et moi, je vais contacter quelqu'un que je pensais ne plus jamais revoir. Un ancien camarade de fac devenu analyste économique. Il bosse maintenant comme pigiste pour des revues financières. S'il comprend l'histoire, il pourra nous aider à rendre ça public sous un angle technique que personne ne pourra ignorer. » Louis restait pensif. Il sentait l'énergie changer. Pour la première fois depuis le début de sa fuite, quelque chose prenait forme. Ce n'était plus de la peur ou de la survie. C'était un plan. Ce soir-là, ils travaillèrent jusqu'à tard. Claire analysait les documents d'Arnaud, comparait les noms, croisait les informations. Elle dressait un tableau de connexion, d'acquisition croisée, de transfert de pouvoir déguisé. Elle redevenait la stratège qu'elle avait été, mais cette fois avec une rage nouvelle, une détermination pure. Elle ne jouait plus pour une promotion. Elle jouait pour sauver un enfant, pour réparer un système, pour se retrouver elle-même. Et pendant qu'elle notait des noms sur des post-it qu'elle collait au mur décrépit de la maison, Arnaud souriait intérieurement. Il savait qu'il avait bien fait de revenir, parce que face à eux, les ennemis étaient puissants. Mais avec Claire à leur côté, ils avaient désormais une chance réelle. Le froid du petit matin s'infiltrait par les interstices des fenêtres mal isolées de la maison ouvrière. Claire n'avait presque pas dormi. Sur la table, les feuilles annotées, les organigrammes et les notes écrites à la hâte formaient un labyrinthe d'informations dans lequel elle se perdait et se retrouvait sans cesse. Elle n'avait jamais été aussi lucide. Chaque mouvement de Renault, chaque montage, chaque fausse société offshore n'était plus une énigme. C'était une carte d'attaque. Arnaud avait quitté la maison 1 heure plus tôt pour rencontrer un intermédiaire prêt à témoigner anonymement. Louis dormait encore. Claire en profita pour s'isoler et composer un message qu'elle hésitait à envoyer depuis 2 jours. Le destinataire était Émile Delacour. Elle choisit un canal sécurisé, anonymisé, que lui avait recommandé Arnaud. Le message était court, précis, sans émotion inutile. Elle y indiquait que son fils était vivant, sain, libre, et qu'il avait fui de lui-même. Elle mentionnait qu'elle possédait des éléments prouvant que son entourage professionnel était compromis. Enfin, elle posait une condition, un rendez-vous direct, sans intermédiaire, dans un lieu public. Elle n'attendait pas de réponse rapide. Pourtant, moins d'1 heure plus tard, une notification apparut. Le message avait été lu. Puis une réponse. « Demain, 15 heures, musée des Confluences, entrée nord, seule. » Claire sentit sa gorge se nouer. C'était le moment qu'elle attendait. Elle passa le reste de la journée à préparer ce face-à-face. Elle relut chaque document, organisa les preuves les plus parlantes dans une pochette, prépara 2 copies numériques sur des clés USB sécurisées et lista les points essentiels à aborder. Elle savait que face à elle se tiendrait un homme habitué à dominer son environnement, à négocier avec des chefs d'État, à lire entre les lignes. Elle ne pourrait pas le convaincre avec de l'émotion.
Il lui faudrait de la précision, de la maîtrise et surtout, la vérité. Le lendemain, elle laissa Louis avec Arnaud dans un appartement temporaire prêté par un ancien collègue. Elle prit un taxi pour le musée, arrivé bien avant l'heure. Elle s'installa sur un banc de pierre, observant les passants, les touristes, les familles. 15 minutes avant le rendez-vous, un homme en costume sombre s'approcha seul. Aucun garde du corps, aucune voiture de luxe, juste un homme d'affaires dans la cinquantaine, regard tranchant, mâchoire serrée. Émile Delacour. Il s'arrêta devant elle, droit, sans émotion apparente. « Vous êtes Claire Moreau ?»« Oui. Où était mon fils ?»« En sécurité. Il va bien. » Il ne répondit rien. Ses yeux ne clignaient pas. Il était en mode contrôle total. « Je suppose que vous avez des raisons pour ce que vous avez fait, » dit-il enfin. Claire sortit la pochette de son sac et la posa sur le banc entre eux. « Votre fils n'a pas été enlevé. Il s'est enfui. Parce qu'il avait peur. Pas de vous, mais de ceux qui l'entouraient. Des gens que vous laissez agir à vos côtés sans jamais les remettre en question. » Il prit la pochette, l'ouvrit, parcourut les documents, les extraits de mails, les montages financiers. Lorsqu'il vit le nom de Renaud plusieurs fois répété dans des contextes ambigus, ses traits se durcirent encore davantage. Claire continua. Il a été approché, menacé, manipulé. Pas physiquement, non, mais assez pour qu'il comprenne qu'on comptait sur lui comme levier, pour vous atteindre. Et vous? Pourquoi l'avoir aidé? Pourquoi ne pas l'avoir rendu à la police? Parce que je vous connais, même si vous l'ignorez. J'ai étudié votre entreprise pendant mes années à l'université. J'ai vu votre méthode, votre silence, votre réseau. Et j'ai compris que s'il disparaissait, tout le monde se tairait. La presse suivrait la version officielle. La police classerait l'affaire. Et lui, il serait juste une victime de plus d'un jeu trop grand pour lui. Émile gardait le silence. Il ferma lentement la pochette, la tenant fermement entre ses mains. « Si vous mentez, dit-il enfin, vous savez que vous risquez la prison. Je ne mens pas, et vous le savez déjà. Vous avez encore mon fils. Ce que vous faites s'appelle une rétention illégale. Non, il peut partir quand il veut. Il n'est retenu que par la peur de ceux que vous avez laissés s'installer autour de vous. Et c'est pour ça que je suis venu. Pour vous dire que si vous voulez le revoir, vraiment, il faut que vous commenciez par le croire. » Émile resta figé. Le silence s'installa entre eux, puis, contre toute attente, il s'assit à côté d'elle. Il m'a toujours dit que je ne l'écoutais pas, que je n'écoutais personne d'ailleurs. Il avait raison, il la regarda pour la première fois directement dans les yeux. Il ne cherchait plus à l'intimider, il cherchait à comprendre. « Que me proposez-vous ? Une alliance temporaire. Vous récupérez votre fils, mais avant cela, vous enquêtez, discrètement, sur Renaud, sur les filiales, sur les flux financiers, et surtout, vous ne faites aucune déclaration publique. Vous ne niez pas sa disparition, mais vous ne confirmez rien. Vous le laissez chez nous jusqu'à ce que vous sachiez à qui faire confiance. » Il soupira, se redressa et remit la pochette dans son sac. « Donnez-moi 1 heure, je vous rappellerai sur ce même canal. » Puis il partit, aussi rapidement qu'il était arrivé. Claire resta assise, les mains moites, le cœur battant. Elle venait d'affronter l'homme le plus puissant du pays, et elle avait planté une graine. Ce qui germerait ensuite dépendrait de lui. 3 heures plus tard, un message arriva. Il était bref. « Vous aviez raison. Renaud est surveillé, je coopère. » Claire sourit pour la première fois depuis des jours. Le premier mur venait de tomber. Le message d'Émile Delacour avait été l'élément déclencheur d'un basculement que Claire n'aurait jamais pu prédire quelques semaines plus tôt. En quelques lignes froides, il avait non seulement reconnu la validité de ses accusations, mais surtout indiqué qu'il prenait désormais les rênes de sa propre enquête. Pour Claire, cela signifiait qu'une dynamique nouvelle s'engageait. Pour la première fois, elle n'était plus seule face à la machine. Un homme aussi influent qu'Émile, s'il agissait avec prudence et lucidité, pouvait faire tomber ceux qui manipulaient les coulisses du pouvoir économique. Le lendemain matin, alors que Claire et Louis se retrouvaient dans l'appartement de repli prêté par Arnaud, une voiture banalisée s'arrêta devant le bâtiment. Claire jeta un œil par la fenêtre et reconnut immédiatement la silhouette d'Arnaud, accompagné d'un homme plus âgé, vêtu simplement, au geste calme mais assuré. Ce n'était pas un garde du corps, c'était Émile lui-même. Louis, assis sur le canapé, vit son père descendre du véhicule. Un silence dense envahit la pièce. Claire s'approcha, s'agenouilla devant lui. « Tu veux le voir ?» Le garçon hocha la tête. Il n'y avait ni peur ni colère dans ses yeux,
seulement une forme d'attente retenue, une méfiance encore présente, mais tempérée par la confiance qu'il avait peu à peu développée envers Claire. Lorsqu'Émile entra dans l'appartement, il resta debout quelques secondes, les mains dans les poches, son regard balayant la pièce avant de se fixer sur son fils. Aucun mot ne fut prononcé dans l'immédiat. Il s'approcha lentement et s'accroupit face à lui. « Tu vas bien ?» demanda-t-il simplement. Louis acquiesça. Claire s'éloigna légèrement, laissant l'espace se construire entre eux, mais suffisamment proche pour intervenir si nécessaire. Le silence reprit, mais il était moins tendu. Émile parla à nouveau. « Je ne suis pas ici pour te ramener de force. Je ne suis même pas venu avec la police. Je veux juste comprendre et réparer, si c'est encore possible. » Le garçon baissa les yeux. Il murmura « Tu ne m'as jamais cru quand je parlais de ceux qui m'entouraient. Je sais, et tu avais raison. J'ai laissé des gens agir en mon nom sans vraiment les surveiller, par arrogance ou par fatigue. Je pensais qu'ils servaient mes intérêts, mais ils ne servaient qu'eux-mêmes. » Claire observa cet échange avec une certaine retenue. Elle savait que ses premiers mots n'effaceraient rien, mais ils construisaient un pont. Et dans leur situation, même un pont fragile était essentiel. Émile se tourna ensuite vers elle. Il se leva, l'air plus déterminé que lors de leur rencontre précédente. « Je veux aller au bout de ça, et je veux que vous soyez à mes côtés. » Claire resta interdite. « Vous voulez que je travaille avec vous? Pas comme simple collaboratrice. Je veux que vous soyez mon interface directe avec l'équipe d'investigation que je suis en train de constituer. Une cellule restreinte, indépendante, sans interférence du conseil d'administration. Votre connaissance des failles qu'ils ont exploitées est précieuse. Votre lucidité, votre indépendance aussi. » Elle le fixa sans répondre, tentant de mesurer l'ampleur de cette proposition. C'était plus qu'un retournement de situation. C'était une transformation complète de son rôle. Elle n'était plus une protectrice clandestine. Elle devenait une actrice centrale d'une opération visant à restaurer la vérité au sein d'une des plus puissantes entreprises françaises. « Et moi ?» demanda Louis, presque à voix basse. Émile se tourna vers lui doucement. « Tu pourras rester avec Claire, autant de temps que tu le souhaites. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance. Elle a su t'écouter quand moi je ne l'ai pas fait. » Le garçon sembla surpris, puis regarda Claire. Elle sentit une vague d'émotion monter en elle, mais elle la contint. « Si on fait ça, dit-elle en s'adressant à Émile, on le fait à ma manière, sans fuite, sans manipulation. On expose tout, mais au bon moment. Et si vous cherchez à me contrôler, j'arrête immédiatement. »« C'est entendu, répondit-il. Vous aurez carte blanche sur votre méthode. Mais à une condition, vous me dites tout, dès que vous découvrez une nouvelle information. Et vous me tenez informé de l'évolution de Louis. » J'ai beaucoup à rattraper. Ils se serrèrent la main. L'accord était scellé. Les jours suivants furent intenses. Claire emménagea temporairement dans un appartement sécurisé, mis à disposition par Émile, mais sans luxe excessif. Elle reprit un rythme de travail qu'elle n'avait plus connu depuis ses années d'université, cette fois avec des responsabilités bien plus grandes. Elle coordonnait les recherches, recoupait les données financières, rédigeait des rapports synthétiques destinés uniquement à Émile et à 2 autres membres de confiance. Louis, quant à lui, partageait désormais ses journées entre des cours à distance et des échanges réguliers avec Claire. Elle l'impliquait parfois dans la lecture de documents simples, lui apprenait comment analyser une situation, comment poser les bonnes questions. Il n'était pas traité comme un enfant qu'on cache, mais comme un esprit qu'on forme. Et cela changeait tout. Il retrouvait confiance. Il apprenait à ne plus fuir. Un soir, alors qu'il finissait de dîner, Louis posa sa fourchette et dit « Tu crois qu'un jour je pourrai travailler avec toi pour de vrai ?» Claire sourit, amusée par la question. « Je pense que tu le fais déjà un peu. » Il rougit légèrement, puis ajouta « J'aime bien cette vie, pas parce qu'on est caché, mais parce que je sens que je compte. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa main sur la sienne. « Et tu compteras toujours. » Au même moment, un appel discret arriva sur le téléphone sécurisé. C'était Émile. Sa voix était plus grave que d'habitude. « On a découvert quelque chose. Renaud prépare un mouvement rapide. Il veut convoquer une réunion extraordinaire du Conseil dans moins de 10 jours. S'il obtient une majorité, il pourra vendre les actifs sans mon autorisation. » Claire se redressa. « Alors on va l'empêcher. Vous avez ce qu'il faut ?» Elle regarda les documents étalés sur son bureau. « Je suis en train de tout assembler. D'ici 48 heures, vous aurez un dossier complet.
Je vous fais confiance. » Elle raccrocha. Son regard croisa celui de Louis. Elle se leva et reprit ses papiers. « Bon, mon grand, on a encore du travail. Prêt ?» Il hocha la tête, souriant. Ce n'était plus une fuite, c'était une mission. Les premiers jours dans le nouvel appartement sécurisé s'étaient déroulés dans un équilibre fragile, mais fonctionnel. Claire, désormais officiellement engagée comme conseillère spéciale auprès d'Émile Delacour, vivait une mutation profonde. Elle n'était plus la serveuse discrète d'un café de quartier. Elle entrait chaque matin dans un univers d'analyse financière, de jeux d'influence, de menaces voilées et de décisions stratégiques capables de bouleverser des marchés entiers. Et pourtant, au milieu de ce monde d'élite, elle conservait son ancrage, sa rigueur et surtout son lien unique avec Louis. L'appartement qu'on leur avait assigné était moderne, fonctionnel, discret. Louis avait sa propre chambre, aménagée selon ses goûts, avec des livres, des outils éducatifs numériques, un petit coin lecture et une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure silencieuse. Claire, de son côté, avait transformé une pièce attenante en bureau improvisé, couvert de schémas, de dossiers confidentiels, d'écrans et de notes manuscrites. Elle y passait une grande partie de ses journées, connectée à une cellule restreinte composée de 3 analystes et d'Arnaud, qui assuraient encore la coordination logistique et la sécurité. Ce changement de rythme n'était pas sans conséquence. Le confort matériel ne compensait pas l'exposition croissante. En étant intégrée au dispositif officiel de Delacour Industries, Claire s'était placée sous les projecteurs d'un monde qu'elle avait toujours évité. Les journalistes la mentionnaient dans des articles spécialisés, évoquant une conseillère extérieure à l'ascension fulgurante. Son nom circulait dans les sphères économiques, parfois avec admiration, parfois avec suspicion. Elle recevait des appels anonymes, des invitations à des dîners politiques, des propositions d'embauche. Elle les refusait toutes. Son objectif n'était pas la gloire ni l'argent. Son objectif, c'était la justice. Louis, de son côté, s'adaptait à ce nouveau quotidien avec une étonnante maturité. Il suivait un programme scolaire personnalisé, établi avec l'aide d'un pédagogue recommandé par Émile. Ses journées étaient déstructurées, mais flexibles. Il déjeunait parfois avec son père au siège de l'entreprise, assistait à certaines réunions en tant qu'observateur, posait des questions pertinentes sur les décisions prises. Claire surveillait de près cette immersion. Elle voulait qu'il apprenne, mais sans être broyée par la mécanique impersonnelle des affaires. Les premiers résultats de leur travail furent encourageants. Grâce à la compilation méticuleuse des données, à l'analyse croisée des flux financiers et à l'appui d'un journaliste d'investigation discret, Claire parvint à démontrer l'existence d'un réseau de sociétés écrans liées indirectement à Victor Renault. Des structures opaques, basées au Luxembourg, à Singapour et dans des zones grises légales. Des entités qui apparaissaient puis disparaissaient, laissant des traces d'opérations douteuses, toujours à la lisière de la légalité. Avec ces preuves, Émile décida d'avancer. Une plainte fut discrètement déposée, accompagnée d'un signalement auprès de l'autorité des marchés financiers. En parallèle, une contre-offensive interne fut lancée au sein du conseil d'administration. Claire participa à toutes les réunions préparatoires. Elle rédigea les argumentaires, prépara les contre-expertises, identifia les failles dans les propositions de Renault et construisit une stratégie défensive solide. Elle découvrit à cette occasion à quel point le monde des affaires pouvait être subtil, tordu mais aussi fascinant. Les luttes de pouvoir ne se livraient pas avec des cris ou des coups de poing, mais avec des virgules, des annexes de contrats, des délais de consultation et des jeux de confiance. La pression, cependant, montait. Plusieurs membres du conseil se montraient réticents. Certains entretenaient des liens flous avec Renault, d'autres craignaient les conséquences d'un affrontement ouvert. Claire dut redoubler d'efforts pour convaincre, pour démontrer, pour rassurer. Elle passa des nuits entières à travailler, à structurer des présentations, à anticiper les objections. Parfois, elle avait l'impression d'étouffer, mais chaque matin, en voyant Louis préparer son petit déjeuner, en le voyant sourire, elle retrouvait l'énergie nécessaire. Un après-midi, alors qu'elle terminait un rapport de 40 pages sur la structure juridique des holdings de Renault, elle reçut une notification de la direction. Le vote du conseil d'administration était prévu dans 3 jours. C'était l'échéance, le point de bascule. Émile l'invita ce soir-là à une réunion privée. Il l'attendait dans son bureau, seul, vêtu simplement, l'air fatigué mais décidé. « Claire, commença-t-il,
Vous avez transformé cette entreprise en 3 semaines. Pas seulement par vos compétences, mais par votre intégrité. Vous m'avez fait voir ce que je ne voulais plus voir. Je n'ai rien fait que ce qui était nécessaire. Et c'est précisément cela qui est rare. J'ai besoin que vous soyez à mes côtés lors du vote, que vous preniez la parole. » Elle fut surprise. Elle n'était pas membre du conseil. « Vous êtes sûr que c'est la bonne stratégie? » »« Oui, parce qu'ils vous respectent. Même ceux qui doutent de moi vous écoutent. Vous représentez une vérité qu'ils n'osent pas contester. » Claire hésita puis accepta. Elle savait ce que cela impliquait, plus d'exposition, plus de risques, mais elle n'était plus dans l'ombre. Elle était au cœur du combat, et elle comptait bien le mener jusqu'au bout. De retour à l'appartement, elle retrouva Louis assis à la table, travaillant sur une analyse comparative de systèmes économiques, un sujet qu'elle lui avait proposé comme exercice. Elle s'assit à côté de lui, observa son sérieux, sa concentration, et sentit une vague de fierté monter. « Tu progresses vite, » dit-elle. « C'est parce que j'ai un bon professeur. » Elle sourit. « Dans 3 jours, je vais devoir prendre la parole devant des gens très puissants. Tu crois que je suis prête? » « Oui, parce que tu les regardes sans peur. » Elle le fixa un instant. Ce garçon qu'elle avait trouvé seul sous la pluie avait traversé un monde de manipulation, de trahison, de décisions trop grandes pour lui. Et pourtant, il était toujours là, fort, vivant, curieux. C'était lui, sa plus grande victoire. La matinée du vote fut marquée par un silence inhabituel dans les bureaux de Delacour Industries. Tous les employés semblaient conscients que quelque chose d'exceptionnel était en jeu. Les couloirs, d'ordinaire animés par les conversations professionnelles et les appels incessants, étaient empreints d'une tension presque palpable. Les regards étaient discrets, les chuchotements fréquents, mais chacun savait que les heures à venir décideraient de l'avenir non seulement d'un groupe industriel, mais aussi de ses principes de gouvernance. Claire, vêtue avec sobriété, les cheveux attachés, traversa le hall du siège accompagnée d'Arnaud. Elle tenait une pochette rigide contenant les dernières pièces du dossier qu'elle présenterait devant le conseil. Louis l'avait accompagnée jusqu'à l'entrée du bâtiment, mais avait préféré ne pas assister à la réunion. Il comprenait l'importance du moment, mais respectait aussi la concentration nécessaire à Claire. Il s'était souhaité bonne chance d'un regard, sans excès, mais avec cette connivence silencieuse forgée par tout ce qu'ils avaient traversé. À l'étage des salles de direction, les membres du conseil étaient déjà installés. 22 personnes au total, représentant les différents pôles de l'entreprise, des actionnaires privés, des administrateurs indépendants et quelques membres historiques de la famille Delacour. Émile entra en dernier, suivi de Claire. Il la présenta officiellement comme intervenante exceptionnelle, porteuse d'un rapport stratégique d'audit non sollicité, mais jugé prioritaire. Les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres fermés, quelques-uns franchement hostiles. Mais elle ne vacilla pas. Elle commença par une synthèse calme, claire et rigoureuse des événements récents. Elle rappela l'émergence de certaines anomalies financières, les opérations à la limite de la légalité de Victor Renault, les manipulations d'actifs, les créations de sociétés intermédiaires. Elle ne fit pas dans le sensationnel. Chaque donnée était sourcée, chaque lien prouvé. Puis elle passa à la deuxième partie de sa présentation, l'éthique. Elle évoqua la manière dont Renault avait instrumentalisé la vulnérabilité de Louis, la tentative d'utilisation du lien familial comme levier de négociation. Elle cita des extraits d'échanges internes prouvant les intentions cachées de l'opération de rachat. Une fois les documents distribués, Claire conclut par une phrase simple. La question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir si Delacour Industries va céder des actifs. La question est de savoir si elle peut encore prétendre être dirigée par l'intégrité plutôt que par la peur. Un silence pesant suivit. Puis, lentement, les réactions commencèrent. Certains membres prirent la parole pour exprimer leur étonnement, d'autres pour défendre Renault en arguant du pragmatisme économique. Mais la majorité gardait le silence, absorbant chaque mot, chaque chiffre. Émile ne dit presque rien. Il observait, attentif. Lorsqu'enfin le vote fut lancé, les mains se levèrent les unes après les autres. 17 contre la motion de cession. 3 abstentions. 2 en faveur. Le résultat était sans appel. Renault n'était pas présent. Il avait envoyé un représentant légal qui se leva sans un mot et quitta la salle. Claire ferma son dossier lentement, sans triomphe, sans éclat. Ce n'était pas une victoire personnelle, c'était une réparation, un point d'équilibre retrouvé.
Le lendemain, la presse s'empara de l'affaire. Un communiqué officiel de Delacour Industries annonçait la suspension temporaire de plusieurs cadres, l'ouverture d'un audit interne renforcé et la mise en place d'un nouveau comité d'éthique stratégique. Le nom de Claire fut cité comme consultante externe spécialisée dans l'intégrité opérationnelle. Son parcours atypique devint un sujet de fascination. Les médias saluaient la lucidité d'une professionnelle venue de l'ombre, tandis que les sphères économiques prenaient acte d'un nouveau visage à surveiller. Émile proposa à Claire un poste permanent, assorti d'un salaire considérable, d'une équipe dédiée et d'un contrat flexible lui permettant de continuer à suivre de près l'évolution de Louis. Elle demanda un délai pour réfléchir. Elle savait que cette décision ne concernait pas uniquement sa carrière, elle concernait sa vie entière. Quant à Louis, il retrouva peu à peu une forme de normalité. Il reprit les cours, s'inscrivit à un club de lecture, développa un goût inattendu pour les échecs. Il passait toujours beaucoup de temps avec Claire, qui veillait à ne pas le surprotéger. Il participait à des séances de médiation organisées discrètement par Émile, afin d'aborder les zones d'ombre laissées par toute cette histoire. Père et fils ne se rapprochaient pas dans une effusion de sentiments, mais par une reconnaissance progressive, faite d'écoute et de respect. Quelques semaines plus tard, alors que Lyon retrouvait les couleurs de l'automne, Claire invita Louis à déjeuner dans leur ancien café. Le propriétaire, surpris mais ravi de la revoir, leur servit les plats qu'elle avait l'habitude de recommander. Elle observa le garçon, plus posé, plus serein, et se dit qu'au fond, ce qui avait changé n'était pas tant le monde autour d'eux, mais la place qu'ils y occupaient désormais. En sortant, un passant s'arrêta pour la saluer. « Vous êtes Claire Moreau, n'est-ce pas? La femme qui a aidé ce garçon à retrouver son chemin ?» Elle sourit, répondit poliment, puis s'éloigna. Elle n'aimait pas être réduite à une étiquette. Elle n'avait pas aidé un garçon. Elle avait vu un être humain en détresse et avait agi. C'était aussi simple que cela. Et dans la main de Louis, la sienne restait fermement ancrée, preuve vivante que certains gestes changent une vie, et parfois bien plus encore.